Dans cette vidéo, nous allons parler des échanges des substances, c'est-à-dire des substances dissoutes et des particules. Alors, premièrement, nous allons chercher à définir la déplasmolyse. Déplasmolyse, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la cellule était plasmolysée. Elle était plasmolysée, donc il y avait eu sortie d'eau de cette cellule. Et après tout, il y a eu entrée d'eau. Donc, déplasmolyse. Parce que nous avions déjà défini un peu ce que c'est que la plasmolyse. Alors, lorsque nous prenons le schéma que voici, en fait, c'est une cellule qu'on a plongée dans une substance et nous allons nous rendre compte que au temps T1 égale à 3 minutes, la cellule a quand même une vacuole réduite, c'est-à-dire il y a eu sortie d'eau. Et au temps T2 égale à 6 minutes, on se rend compte que la taille de cette vacuole est supérieure à celle du temps T1. Lorsque nous prenons au temps T3 égale à 12 minutes, on se rend compte que la vacuole est aussi supérieure à celle du temps T2. Ça veut dire que, entre-temps, à la 3e minute, il y a eu sortie d'eau. Ensuite, 6e minute, il y a eu entrée d'eau. Et 12e minute, il y a eu entrée d'eau. Donc, ça veut dire que ici, la cellule a été déplasmolysée. Alors, parlant de déplasmolyse, il y a deux types de déplasmolyse. Nous avons ce qu'on appelle déplasmolyse provoquée et ce qu'on appelle déplasmolyse spontanée. Ici, nous prenons d'abord la déplasmolyse spontanée. Ça veut dire que la cellule est restée dans la même solution. Dans un premier temps, elle était plasmolysée. Dans un second temps, elle est déplasmolysée. Ça, c'est spontané. Ça veut dire qu'on n'a pas changé de solution. Par contre, lorsqu'on parle de plasmolyse provoquée, ça veut dire que déplasmolyse provoquée, autant pour moi, ça veut dire que la cellule était plongée dans une solution où elle a perdu de l'eau, elle était plasmolysée et on l'a enlevée pour mettre dans une autre solution pour entraîner ce qu'on appelle la déplasmolyse. Donc ici, il faut noter qu'on a deux types de déplasmolyse, ce qu'on appelle déplasmolyse spontanée et ce qu'on appelle déplasmolyse provoquée. Spontanée, ça veut dire qu'on n'a pas changé de solution. Mais provoquée, ça veut dire qu'on a changé, on a enlevé la cellule pour le mettre dans une autre solution. Voilà un peu ce qu'on peut retenir sur ce terme de déplasmolyse. Ensuite, nous allons voir ce qu'on appelle la perméabilité. Perméabilité de la membrane cellulaire à certaines substances. Et là, il faut noter que nous avons ce qu'on appelle la perméabilité sélective, nous avons ce qu'on appelle la perméabilité différentielle, nous avons ce qu'on appelle la perméabilité orientée. Si nous revenons un peu sur cette déplasmolyse, alors il faut savoir que une fois que la cellule est déplasmolysée et devient déplasmolysée d'une façon spontanée, ça veut dire que la substance traverse la membrane, c'est-à-dire la membrane est perméable à cette substance, puisque la substance est rentrée par dialyse, suivie de l'entrée d'eau, ce qui a entraîné la turgescence, puisque l'eau ne peut pas migrer, rentrer dans la cellule s'il n'y a pas eu augmentation de la concentration de cette substance. Voilà un peu ce qu'il faut retenir sur cette partie. De là, au niveau de ces substances, il y a des substances qui ont la capacité de traverser, ou encore la membrane se laisse traverser par certaines substances et s'oppose ou encore empêche le passage d'autres substances. Ça, il s'agit de ce qu'on appelle la perméabilité sélective. Alors, cette perméabilité sélective peut être représentée ou encore symbolisée par ces courbes. Et nous avons ici deux courbes, c'est-à-dire ici on parle de longueur de cylindre. Il peut aussi s'agir d'un rapport K, qui est le rapport entre le volume de la vacuole sur le volume de la cellule. Et là, lorsque nous prenons au niveau de la solution numéro 1, on se rend compte que dans un premier temps, il y a eu une diminution de la taille des cylindres ici, ou encore de la longueur des cylindres dans le cas d'ici. Et ça, c'est de T0 à T1. Et de T1 à T2, il y a une augmentation. Voilà, ça veut dire qu'il y a eu déplasmolyse dans la solution numéro 1. Et cette déplasmolyse, ça veut dire qu'il y a eu entrée d'eau, n'est-ce pas? Et s'il y a eu entrée d'eau, ça veut dire qu'il y a eu d'abord l'entrée de cette substance. Lorsque nous prenons le cas de la solution numéro 2, qu'est-ce qu'on se rend compte?
se rend compte qu'il y a une diminution de cette longueur-là de T0 à T1 et elle reste constante jusqu'à la fin. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de déplasmolyse. S'il n'y a pas eu de déplasmolyse, ça veut dire qu'il n'y a pas eu entrée de substance, puisque la substance devrait être entrée pour qu'il y ait l'entrée d'eau aussi. Donc ici, la courbe, les deux courbes-là symbolisent tout simplement la perméabilité sélective, c'est-à-dire que la membrane permet ou encore autorise, la membrane sélectionne et empêche certaines substances de passer et permet à d'autres substances de traverser. Parlant toujours de la perméabilité sélective, alors nous avons deux solutions qui illustrent vraiment cette perméabilité sélective. Donc nous avons en haut des cellules qui sont plongées dans une solution d'acétamide et d'autres qui sont plongées dans une solution d'urée en bas. Au niveau des solutions, au niveau de la solution d'acétamide, les cellules sont déjà déplasmolysées ou encore ici c'est représenté par une cellule quand même. La cellule a déjà commencé à se déplasmolyser à partir de 6 minutes et au temps T 12 minutes, la cellule est totalement déplasmolysée. Au même moment, lorsque nous prenons les cellules plongées dans la solution d'urée au temps T1 et T1, 3 minutes, la vacuole est toujours la même chose qu'au temps T2, 6 minutes, toujours la même chose qu'au temps T3, 24 heures. Donc, même après 24 heures, il n'y a pas eu de déplasmolyse. Donc, ça veut dire que lorsque nous prenons ces deux solutions, on peut parler tout simplement de perméabilité sélective. Donc, la membrane se laisse traverser par l'acétamide, mais s'oppose au passage de l'urée. Alors, nous allons aussi parler de perméabilité orientée. Perméabilité orientée, ça veut dire que la membrane laisse traverser des substances dans un seul sens, c'est-à-dire de l'extérieur vers l'intérieur ou encore de l'intérieur vers l'extérieur. Mais il faut souligner ici que habituellement c'est de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, on peut parler aussi de perméabilité différentielle. Et qui parle de différentiel veut parler tout simplement de différence de vitesse. Donc, il y a certaines substances qui arrivent à traverser rapidement la membrane et d'autres n'arrivent pas à traverser très rapidement cette membrane. Donc, on parle de perméabilité différentielle, vitesse différente. Alors, lorsque nous serons sur l'exercice, nous allons essayer d'illustrer un peu, de parler un peu. Souvent, qu'est-ce qui est dû à cette perméabilité différentielle, cette perméabilité sélective? Okay. Si nous prenons les substances non dissoutes, nous allons parler principalement de l'endocytose et d'exocytose. Endo, intérieur, c'est-à-dire que les substances sont envoyées vers l'intérieur de la cellule, vers l'intérieur du cytoplasme, endocytose. Exocytose, ça veut dire que c'est rejeté à l'extérieur de la cellule. Et si nous prenons le cas d'endocytose, le schéma mentionne ici jusqu'à 3. Mais nous allons nous contenter de parler de phagocytose et de la pinocytose. Et quand on parle de phagocytose, en principe, ce sont des particules solides, telles que les bactéries. Et au niveau de la pinocytose, ce sont les substances liquides. L'exemple qu'on peut citer ici, ce sont les lipides qui peuvent être envoyés à l'intérieur de la cellule. Et ensuite, lorsque nous prenons le dernier schéma, ça c'est endocytose à récepteur. Donc ça c'est une autre séance que nous en parlerons. Nous parlerons de ça au cours d'une autre séance. Et ici, voici un schéma montrant la phagocytose et l'exocytose. Donc la phagocytose, il y a des particules ici qui sont envoyées à l'intérieur. Et ces particules forment avec cette vésicule forme ce qu'on appelle phagosome. Et il y a aussi des organites appelés lysosomes. Et ces organites-là vont se fusionner avec cette vacuole pour former ce qu'on appelle phagolysosome. Et ces lysosomes contiennent des enzymes. Et ces enzymes seront déversées pour pouvoir digérer les particules. Et une fois que ces particules sont digérées, qu'est-ce qui va se passer?
Ce sont des débris qui sont là, des déchets qui sont là. Donc la cellule ne va pas garder ces déchets-là. Et la cellule va les rejeter par exocytose. Donc ça veut dire que ici, nous avons déjà les deux phénomènes, la phagocytose, qui est un exemple d'endocytose, et l'exocytose. Et rappelez-vous que au niveau de l'endocytose, on a parlé principalement de phagocytose et de la pinocytose. Pour le mécanisme des échanges, nous avons deux types de transport. Nous avons le transport passif et le transport actif. Et au niveau du transport passif, nous avons la diffusion simple et aussi la diffusion facilitée. Alors, si nous prenons le cas de diffusion simple, vous allez voir ici que les molécules traversent directement la bicouche lipidique et dans le sens de gradient de concentration, c'est-à-dire du plus concentré vers le moins concentré. Alors, si nous prenons le cas de diffusion facilitée, il y a des protéines de transport qui sont appelées ici des perméases. Donc, ce sont ces perméases-là qui arrivent à faciliter le transport de ces substances-là. Mais il faut noter ici toujours que c'est du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Voilà, donc transport passif plus concentré vers le moins concentré. Ça, c'est directement ou encore les perméases, des protéines de transport. Ensuite, nous avons le transport actif. Et au niveau de ce transport actif, il y a aussi les perméases qui sont là, mais associées ici avec l'ATPase. L'ATPase qui va hydrolyser l'ATP pour fournir de l'énergie, l'ADP et le phosphate inorganique. Et ici, ce n'est pas dans le sens de gradient de concentration comme nous l'avions dit, mais ici, on se rend compte que les molécules quittent le milieu le moins concentré vers encore le milieu le plus concentré. Donc voilà un peu la différence entre ces types de transport. Donc transport passif où nous avons la diffusion simple, diffusion facilitée qui utilise les perméases et le transport actif qui utilise les perméases et aussi l'ATPase. Certaines fois au cours des exercices, on vous donne les courbes suivantes, la courbe numéro 1 et la courbe numéro 2. Alors lorsque vous prenez la courbe numéro 1, vous allez vous rendre compte que c'est sous forme d'une droite. Et cette courbe, c'est le flux de diffusion libre. Et la courbe numéro 2, ça peut être le flux de diffusion facilité ou encore de transport actif, compte tenu de la présence des perméases. Donc voilà ici là où nous allons mettre fin pour ce qui concerne les échanges cellulaires.